Kemba, Kemba, j'ai vu ton enfant. Ils ont pris ton enfant. Je le vois depuis l'arbre et ses créatures étranges. Kemba, Kemba, c'est une maison avec une grande terrasse en bois. C'est en dessous de la terre. C'est un entremonde, ton cercueil d'une vie autre. Tiaroi, Tiaroi, Beguma la fate, Tiaroi, Khalila, Tiweturai di doch chimbedmi. Difo aksumei marom khalila wayalna la jaroy wayalna nifide bimama germe wayalna tirayer sénégalais Tiaroi, way tiaroi, way tiaroi, way nala, yangi chismahol, way nasmami, way nalen. Le 1er décembre 1944, à Tiaroy, au Sénégal, des centaines de jeunes tirailleurs africains sont massacrés, assassinés, balancés dans des fosses communes par l'armée coloniale française. Je suis blanche et j'ai grandi à Tiaroy. Je m'appelle Aïcha. Je flotte au gré de ce qui me compose, révélant une part ou une autre selon l'environnement, une sorte de caméléon. Je n'aurai rien à fixer dans un absolu, mais le contexte impose des mots. Mon identité se veut flottante, prise entre des mondes, un endroit à contradiction dedans, un tiraillement qui vient de l'extérieur, qui m'est donné à vivre. Je m'appelle Aïcha, je suis blanche, je suis musulmane, je suis française, je suis sénégalaise. Dès que je me présente, la question de l'origine se pose. L'incompréhension se lit sur le visage des gens, floutage de mon identité serrée dans un monde sclérosé. Je marche sur une route sans nom, pas vraiment sûr de la direction. Ce jour, je vais au Tata sénégalais de Chasselet, tout près de Lyon, en France. Ce jour, j'y vais sans regarder le temps, sans regarder le quotidien, j'y vais simplement. Ignorer ces tirailleurs sénégalais, je les ai ignorés pour les chercher à Tiaroy. Je les savais là, à Chasselet, et je ne les ai pas regardés. Je marche sur une route que je ne connais pas, en direction de Chasselet. Je prends le métro, puis le bus, je me trompe de bus, il me laisse en plein milieu d'une route où il n'y a personne, la campagne. Aucune voiture ne s'arrête. Le prochain bus dans une heure. Le prochain bus dans une heure, alors je marche. Un pèlerinage vers les tirailleurs sénégalais massacrés à Chasselet. Je marche, et sous mes pas, les morts. Sous le sable de Tiaroy. Je n'arrive pas à séparer Chasselet de Tiaroy. À ce moment, quand je suis à Tiaroy, un homme me dit « Va voir à Madagascar aussi. Voir l'histoire des tirailleurs sénégalais, voir ce qu'ont fait les blancs des noirs. » L'homme me le dit devant l'océan et l'eau me guide à Madagascar que je ne connais pas. À ce moment, à Tiaroy, je pense que j'irai à Madagascar. En ce moment, à Chasselet, je pense que je suis à Tiaroy. Je pense aux tirailleurs sénégalais. Je pense que Tiaroy me mène à Chasselet et que Chasselet me mène à Madagascar. Tirailleurs sénégalais, opprimés à Tiaroy, opprimés à Chasselet, oppresseurs à Madagascar. 1947, dans ma tête. Je fais ce rêve un été après Chasselet.
Je dors seule dans un appartement qui n'est pas le mien et la vision arrive une nuit aux côtés d'un homme inconnu. Le chemin est long jusqu'à cette maison. J'accède à une prairie avec difficulté et il y a beaucoup de végétation. Au milieu, un arbre immense. Autour, des créatures étranges, des esprits qui disent « Parle à ton fils ». Alors je m'approche. Je vois le fils que j'avais perdu. J'ai peur qu'il soit mort. Je m'approche de l'arbre. Il y a 2 trous dans le tronc par lesquels je vois l'intérieur. Mon fils est à l'intérieur. Il a les yeux immenses, lumineux. Cela fait 2 ans qu'il est là. Je l'observe. Il est bien. L'arbre est immense. Cet enfant m'est apparu pour me guider à Kemba. Il est apparu pour me guider à Madagascar. Les créatures étranges protègent la vision. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche dans cette histoire ignorée? 1947, date oubliée, date reniée, date dont je ne sais rien avant Madagascar, date dont je ne sais rien avant Tcharoy. Les Malgaches détestent les Sénégalais, m'a-t-on dit. Les Malgaches ont peur des Sénégalais, m'a-t-on dit. Je ne connais rien de Madagascar. Je ne sais pas voir Madagascar. Je ne comprends pas pourquoi les tirailleurs sénégalais me mènent là-bas. Je ne sais pas pourquoi l'homme à Tcharoy me guide à Madagascar. Pourquoi la vision me guide. Comment des Malgaches pourraient parler à une blanche des tirailleurs sénégalais qui ont été leurs bourreaux avec les blancs? Comment je pourrais ne serait-ce que comprendre cette histoire sans être aveuglé par le prisme colonialiste, par ce regard biaisé? Je me retrouve sur cette route si proche de Lyon, si loin de mes pensées, si loin de Toubab Djoulit, la blanche musulmane. Toubab Djoulit est restée à Tiaroy. Je marche encore et la route vers Chasselet ne se termine jamais. Je m'assois sur le côté, sur un petit muret. Plus en bas, il y a comme une petite prairie ou un petit champ, des vaches et des habitations. Tout est calme. Je regarde vers la route. Je mesure la distance parcourue par les tirailleurs sénégalais pris au piège ce jour de juin 1940. Je vois les tirailleurs sénégalais qui ont marché là, au même endroit. Ils ont marché déjà encerclés par les Allemands. Chasselet si loin de Brazzaville, Chasselet si loin de Dakar, Chasselet si loin de... Je ne sais pas combien de temps je reste assis sur ce petit muret, assez longtemps pour ne plus voir autour de moi, assez longtemps pour oublier où je suis, assez longtemps pour voir ces tirailleurs. Je me lève, je continue à marcher, j'arrive au Tata sénégalais de Chasselet. Je prie. Les 19 et 20 juin 1940, peu avant la capitulation de Vichy, les tirailleurs sénégalais reçoivent l'ordre de résister aux Allemands. Un combat pour ralentir l'avancée des Allemands, un combat pour l'honneur, disent-ils. Un massacre organisé, les Allemands sont un effectif supérieur. Les tirailleurs sénégalais sont pris au piège, les Blancs sont faits prisonniers, les Noirs sont mitraillés à même cette campagne. Une classe de lycée est là en visite. Les tirailleurs, le Tata sénégalais, le cimetière est construit de murs rouges. Les tombes sont alignées. Il y a plusieurs rangées, que des tirailleurs. Ils sont tous enterrés ensemble. Les Congolais, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Guinéens, les Béninois, tous ensemble dans cette campagne lyonnaise. Un homme, ancien militaire, a construit ce cimetière en leur mémoire, avec des fonds privés. L'État ne s'en était pas soucié. Les lycéens sont là avec leurs profs, les représentants de la mairie sont là aussi. On fait passer leur mort pour de la bravoure, pour un dernier élan d'honneur. La vérité, c'est que même s'ils n'avaient pas résisté face aux Allemands, ces hommes se seraient fait mitrailler. Pas de noirs chez les nazis. Les Blancs qui étaient présents ces 19 et 20 juin 1940 à Chasselet n'ont pas été tués. Au retour, un homme me raccompagne en voiture, un des gars de l'Amérique. Un ancien militaire, me dit-il. Il me dit qu'il n'a jamais entendu l'histoire du massacre de Tiaroy. Je ne parle pas trop. Tout paraît beaucoup plus simple au retour. Il me dépose à l'arrêt du métro. Ce jour, je reste figée pendant des heures. Je regarde droit devant. Il n'y a rien à regarder. Seulement l'intuition du temps qui peut disparaître. Il n'y a rien à regarder. L'intuition de ces hommes qui peuvent disparaître. De ces heures aux pages des tirailleurs sénégalais. De ces heures à les visualiser sur cette terre que je ne connais pas. De ces heures à regarder ce que je ne sais pas voir, moi, Aïcha, Toubab Djoulit, la blanche musulmane.
Kemba, je t'ai rêvé. J'ai vu ton enfant. Ils ont pris ton enfant. Je le vois depuis l'arbre et ses créatures étranges. Kemba. Kemba, c'est une maison avec une grande terrasse en bois. C'est en dessous de la terre, c'est un entremonde, ton cercueil d'une vie autre. Toubab Djoulit n'est pas Toubab Djoulit à Madagascar. Pourquoi cherche-t-elle les tirailleurs sénégalais jusque là-bas? Si loin de la France, si loin du Sénégal? Pourquoi Tiaroy l'amène-t-elle à Madagascar? Le 1er décembre 1944 jusqu'au 29 mars 1947. Et si l'histoire des tirailleurs sénégalais massacrés à Tiaroy avait traversé tous les tirailleurs de tous les territoires, 1944, 1947, et tant d'autres dates qu'elle ignore, systématiquement mises de côté dans les livres d'histoire, dans les discussions, dans les têtes des jeunes. Son nom se pose des questions sur la domination qu'exercent les tirailleurs sénégalais sur les Malgaches pendant la colonisation. Les réponses lui font peur. Il y a des voies qu'un blanc, par humilité, ne devrait pas emprunter. Je dis ça en tant que blanche. 1947. Massacre, répression, génocide, extermination. Les Malgaches se soulèvent contre les coloniaux, les taxes, les travaux forcés, les injustices, la misère. La Seconde Guerre mondiale est terminée, même si la Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais vraiment terminée, elle est là. Les Malgaches réclament justice. Mais les partis politiques qui les représentent sont discrédités, dissous. Rien n'est pris au sérieux. Les Blancs, eux, connaissent les meilleurs modèles politiques. Garder, 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 contrôler ses privilèges, ne pas effacer, garder. Il ne reste plus que ça. La rébellion, soi-disant. Comment nommer? Rébellion? Insurrection? Révolution? Soulèvement? Résistance? Son nom, en devenir Petite Vasa, ne sait pas comment nommer ce qui s'est passé. Elle n'est pas historienne. Elle écrit quelqu'un qui cherche. Elle écrit quelqu'un qui marche sur une route sans nom. Un être qui se pose des questions sur comment ce qui a eu lieu s'est fait. Répression, répression, répression. Technique de répression testée à Madagascar. Tuer le plus, tuer le mieux, tuer pour contrôler, tuer pour traumatiser, tuer pour tout prendre, ne rien laisser. Des généralités à dire sur cette histoire? Non. Il y a eu des massacres des deux côtés, aucune comparaison possible. Les Blancs ont volé, tué en masse. Et aujourd'hui, la France se cache, ne pas regarder, minimiser, transformer. Oublier les rapports de force, les rapports de domination, de contrôle. Oublier la dépossession. Toubab Djoulit, devenue sans nom, devient Vasa. Petite Vasa. Elle n'est pas celle qu'elle est au Sénégal. À Madagascar, elle devient une Vasa. Elle se laisse engloutir dans les histoires de l'île. C'est cette nuit, mon fils. Je dois retourner au village, reste là. Ne bouge pas, tu attends, je reviendrai. Tu restes là, les yeux bien ouverts, mon fils. Ne t'endors pas, garde les yeux bien ouverts. Tu seras toujours là, toi, à mon retour. Les vieux attendent, les Vasas arrivent, les hommes doivent quitter le village. Les enfants sont de l'autre côté et tu ne peux pas les rejoindre. Ton père, mon petit Sénégal, je ne peux pas faire autrement, mon petit Sénégal. Ton père, là, dehors. La révolution, cette nuit. Les Vasas se préparent, nous devons fuir. Je te mets à l'abri, la lumière autour du village. Ton père, chacun doit choisir son camp. Je ne sais plus où regarder. Ce qui me pousse à continuer, peut-être au fond ton rire, mon enfant. Ces heures à regarder ta peau et à me dire si ce monstrueux pouvait échapper au temps. Je n'ai nulle part où regarder, nulle part où aller. Le dernier élan est celui de ton rire. Je veux te tenir à moi comme mon corps qui décide que tu m'appartiens. Mais tout lâche et nos étreintes disparaissent. Cette nuit, je te cache. Ces allers-retours à regarder ce tronc, j'étouffe ce qui m'attache à toi. Tu me tiens la main. Une vieille femme me regarde. Attends, elle dit, reste là, ne bouge pas, ne cours pas. Les yeux, les pieds sur ce sol. Elle m'attrape la main fort. Elle pleure. Elle dit des mots que je ne comprends pas, je ne les comprends pas. Je cours, je ne la comprends pas. Elle me souffle de ne pas fuir, de rester là, mais je ne l'écoute pas. Je cours.
La vieille femme erre dans la forêt depuis longtemps. Elle ne parle pas, elle jette son regard. Je ne veux pas attendre, alors elle attrape ma main, la serre fort dans la sienne. Elle me regarde droit dans les yeux, elle a un point, une tache sur le front. Elle me connaît, mais je ne l'ai jamais vue. Elle est face à moi, elle me sourit, ne dit plus rien. Elle m'embrasse sur les joues légèrement, sans me parler, et elle lâche ma main. La nuit, tu as faim? Je ne dors plus, je ne respire plus, mon petit Sénégal. Cette nuit, je cours le plus vite que je peux. Je ne veux pas te laisser. Mon enfant, mon petit garçon, encore un peu bébé. C'est le seul endroit. Et je dois retourner au village, chercher les provisions avant qu'elles ne soient brûlées, comme tout ce qui brûle ces derniers jours. Je ne peux pas te laisser comme ça, je ne peux pas te laisser comme ça, les yeux bien ouverts et la bouche sèche. Je ne peux pas te laisser comme ça avec le ventre, mon enfant. Je veux te retrouver, je veux te retrouver, je veux te donner à manger. Mes yeux se ferment, ma respiration brûle. Je ne sais plus quel chemin, quel sens. Je ne vois plus rien. La lune ne revient pas. Je ne sens plus mes jambes, je ne sens plus mes pieds. Je dois me cacher, je dois te retrouver. Dans quel chemin? Dans quel endroit? Dans quelle prairie je t'ai laissé, mon petit garçon encore un peu bébé? Mes yeux se ferment. Je pourrais tomber là et ne plus me relever. Je pourrais juste tomber là et finir. Je suis devant mon village. Je vois le Sénégal. Je vois ton père. Je vois ton père, le Sénégal, hurler et tuer. Les Vasas regardent. Ils parlent et attendent. Les Vasas tuent en ouvrant la bouche. Ton père, le Sénégal, me cherche. Le Vasa lui dit de brûler, ton père, le Sénégal, brûle. Cette nuit, il court, il quitte le village. Je ne sais plus par quel chemin, quel sens, ton père lui aussi se perd dans cette forêt. Je ne vois que les reflets du feu derrière. J'avance dans l'obscurité. De l'autre côté, les corps de ma mère, ma sœur, ma tante, ma cousine, les corps des femmes que j'aime. Les corps des femmes que j'aime, que je touche et qui ne répondent pas. Les corps des hommes que j'aime, que je touche et qui ne répondent pas. Que des corps que je touche et qui ne répondent pas. Que des corps, des corps, des corps derrière le feu, des corps derrière le feu disparus. Les corps de mes mères disparus. Il n'y a plus rien à voir. Il pleut fort. Ça ne s'arrête plus. Mes pieds sont pleins de boue, mes jambes sont écorchées. Je ne vois plus rien, je ne sais plus où je vais. Je cours, le sang de ma bouche, l'oiseau qui regarde. Je crache. Je cours, l'eau déborde sous mes pas. J'ai soif, je n'arrive plus à courir. Je n'arrive plus à garder les yeux ouverts. Autour de moi, déjà, il fait nuit. La lune est si petite, emmêlée. Je m'assois. Je t'attends. Je suis immobile. Je ne cours plus. L'orage. Je ne sais plus combien de temps je reste assise là, sous l'orage. Je te vois, mon petit garçon, encore un peu bébé. Tu avances sans rien dire. Je suis sous tes pas. Au pied de ce tronc d'arbre, je peux tout voir. Les hommes, je les vois. Ceux cachés dans la forêt, ceux qui se transforment en lianes, ils sont là et ne bougent pas. Si un homme approche, ils le saisissent.
et ne le laisse plus s'en aller. Je reste là pendant des heures. Je sens que moi aussi je deviens cet arbre, ces lianes. Je m'enroule autour de l'arbre. Mon corps devient celui de l'arbre. Je cours autour de toi, mon petit Sénégal. Tu entends quand je murmure, reste là, attends. Mon bras et ma jambe droite s'allongent, rejoignent le tronc de l'arbre. La moitié de ma tête s'allonge. Je me glisse dans l'arbre. Mon bras et ma jambe gauche s'allongent. Mon corps est celui de l'arbre. Je veux te serrer contre mon corps, accroché à ce tronc. Je reviens de ce pas où j'aurais dû arrêter. Je reviens de ce jour où j'aurais dû fermer les yeux, de cette nuit où je n'ai pas écouté mon village en feu, la forêt. Les hommes, on entend les hommes, les femmes, les enfants se transformer. Une nuit, je ne t'ai laissé pourtant que quelques heures le temps de chercher les provisions au village. Une seule nuit où je t'ai laissé, et le matin je suis là déjà au pied du tronc où tu dormais. Je ne sais plus ce que je vois assis là. Hemba, la honte. Et le lait coule toujours pour nous, mon enfant. Je serre doucement le bout de mes seins. Et le lait ne coule plus. Je cours chercher des provisions et je tombe assise là. Mais je ne te vois plus, mon petit garçon encore un peu bébé. Je serre doucement le bout de mes seins, je serre doucement le bout de mes seins. Le lait ne coule plus. Le matin est long. J'entends les voix. Ma fille Kemba, la honte. Sénégal, la honte. Ton ventre, Kemba, la honte. J'attrape une branche. Je tire de toutes mes forces comme si ce qui est en moi doit sortir ici. Là, à ce moment-là, personne ne me regarde. Je regarde la branche. Elle engendre un Sénégal. Ma grand-mère dit, mieux vaut épouser un vieux moche bazar que de donner une descendance au Sénégal. C'est l'indifférence qui plonge dans le désespoir. Pour moi, ce n'est qu'une nuit au camp, une nuit au camp, une nuit comme un mariage de sexe. Un mariage de sexe, ils disent. Une nuit au camp, la nuit au camp et le jour dans mon village. Une nuit où le Sénégal me veut, une nuit où je veux le Sénégal. La nuit dans le camp, le jour dans mon village, la nuit dans le camp et le jour dans mon village. Tous les jours passent comme ça. Une nuit dans le camp, tous les jours passent comme ça, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Je tire de toutes mes forces, je ne regarde plus les gens dans mon village, je regarde la branche, je tire de toutes mes forces, comme si ce qui est en moi doit sortir là, tout doit sortir. Je tire de toutes mes forces, je tire. La branche me supporte. Je tire de toutes mes forces à côté du village. Tu es là, mon petit garçon, encore un peu bébé à l'intérieur. Je crie comme si ce qui est en moi doit sortir ici. Là, une respiration. Elle me brûle dans le ventre. Elle me brûle dans le dos. Une respiration. Je tire de toutes mes forces. Mon ventre doit descendre, mon dos doit descendre, tu dois descendre, mon petit garçon, encore un peu bébé. Je tire de toutes mes forces, personne ne regarde la honte, Kemba. Je tire de toutes mes forces. Le matin est long, la terre est humide sous mes pieds. Je tire, mon ventre descend, mon dos ne brûle plus, il descend, tout me pousse vers le bas. Mon dos ne brûle plus, je tire, il descend. Je tire sur la branche. À ce moment, je ne vois plus que toi. Et la branche, je la laisse au-dessus de moi. Je tire de toutes mes forces, je pose mes mains sur la terre. Le sang
se reflète au soleil. Tu es là. Tu es là, mon petit Sénégal. Ta tête entre mes cuisses. Tu as les yeux fermés. Je tire de toutes mes forces. Tu me regardes. Je n'arrive plus à respirer. Tu me regardes. Je te prends contre moi. Je te sais. Le matin, toi, la copain. Ton père vient ce jour au village. Il sait mon ventre. Il vient et il dit qu'il te veut, qu'il attend quand tu quitteras mon sein. Je ne te laisse pas, mon petit garçon, encore un peu bébé. Je te donne le sein. Et le lait coule toujours pour nous, mon enfant. Ton père vient encore et le lait coule toujours pour nous. Il dit qu'il te prend avec lui. Bientôt, c'est le temps, il doit rentrer chez lui. Il dit que les Vazas ne seront plus là. Il rentre au village. Il doit te montrer ta terre, ta famille, ton sang, tes racines. Tu n'es pas de là-bas. Tu es mon fils. Tu es ici. Je te connais. Ton père dit qu'il reviendra. Il ne faut pas rester ici. Ton père dit qu'il revient cette nuit. Ton père est de l'autre côté avec les Vazas. Tu dors maintenant. Je reste à côté de toi. Ton père du Sénégal est arrivé ce jour. Je suis assise au bord, entre le village et la forêt. Je l'ai vu déjà pas très loin. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je regarde ses mains. Je regarde les mains des hommes. Je comprends ce qu'ils veulent à travers leurs mains. Je décide à travers leurs mains. Il me dit des mots que je ne comprends pas. Il sourit. Les chaussettes autour, ses mains. Les hommes pensent qu'ils viennent chercher quand c'est moi qui décide. Je ne regarde jamais ailleurs que dans cette forêt. Ton père, le Sénégal, est avec moi dans cette forêt. Au village, les gens ferment. Ils ne regardent pas, ils ferment. Je regarde son visage, son sourire, les fossettes autour. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je suis assise au bord, entre le village et la forêt. Il me regarde lui aussi. Je l'ai vu déjà, pas très loin. Je l'ai vu derrière, dans le camp. Que des hommes qui sont de derrière les océans, les Sénégal, avec les Vazas. Je suis assise au milieu, entre le village et la forêt. Pendant des jours, je reste assise au bord, au milieu, entre le village et la forêt. Je le regarde pendant des heures. Comme le jour arrive, je rentre au village. Le village
Et derrière la forêt, le camp est derrière la forêt. Le jour, je reste assise à la limite pendant des heures, il me regarde. Il s'approche de moi, mais je n'entends pas ce qu'il me dit. Il parle dans une langue que je ne comprends pas. Je le regarde. Je ne dis rien, je souris. Son visage, les fossettes autour. Je voudrais le saisir là, mais la limite, le village. Déjà au village, les gens ferment. Ils ne disent pas. Ils disent que j'aime le Sénégal, le chien des Vazas. Je veux seulement le regarder. Je veux seulement regarder ton père, le Sénégal. Il caresse mon visage. Ses mains sont dues. Je sens mon cœur plus rapide et mes jambes se dressent. Face à lui, je me dresse. Ils sont des ordres, disent-ils. Il est là, devant moi, me caresse doucement le visage. Derrière la forêt, le camp, derrière la forêt, le village. Je ne sais plus où je dois aller. Je veux seulement rester là, face à lui, debout. Sa main sur mon visage. Je te regarde comme un étranger, mon enfant, pendant des heures. Je te regarde bouger chacun de tes membres, comme ils s'articulent. Tes épaules et ton ventre, tes jambes maigres, ton dos légèrement recourbé, ton visage allongé, ton sourire, les fossettes autour. Je te regarde jouer. Au village, les gens ferment. Ils ne disent pas, ils ferment. Mon père, le Sénégal, est là depuis longtemps. Il dit des mots que je comprends. La nuit au camp, je vois des hommes qui sont posés dans une terre qu'ils ne comprennent pas. Je vois le Vaza qui dit, le Sénégal qui fait, tu ne peux que rester au bord, mon petit Sénégal. Toi, l'homme, j'étouffe ce qui m'attache à toi. Ta taille qui me dépasse si haute et tes yeux dans lesquels je rêve autour de mon village. Je ne sais plus ce qui m'a poussé à t'aimer et comment je t'ai aimé. Je te regarde comme un inconnu dans cette forêt où tous les reflets me reviennent en masse. Tu es un inconnu qui prend la vie de mes frères. J'ai porté ton enfant et j'ai porté la honte. Et de ton corps, il ne reste que les cris, les supplications, les gémissements des cadavres. Toi, à l'origine du souffle de la vie. Toi, que je ne connais pas. Toi, qui prends nos enfants. Ton visage est effrayant en talent. Je cours, je reviens vers toi. Je peux te parler. Je peux parler des mots qui ne sont pas de moi, Antara, de ton ventre, de ta chevelure sombre qui glisse de l'océan à mes racines. Au fond de l'océan, le sable, tu glisses ton ventre, tu l'appelles et déjà il n'est plus là. Il ne me regarde plus. Il ne voit que ton appel, je vois des images qui ne sont pas de moi, Antara. Ta puissance est bien là. Ton souffle me maintient à lui. Il descend au fond des eaux glaciales. Je cherche seulement à échapper à ce temps, ce monstrueux.
tellement de discours différents et contradictoires sur 1947. Moi, la petite Baza. Je cherche les tirailleurs sénégalais ici, en 1947, et quand je pose des questions, les réponses vont juste avant la colonisation. Je rencontre Motomak à Antananarive. Motomak, professeur d'art plastique polonais, ancien légionnaire belge en moto. Motomak, je monte derrière, je m'accroche. On roule à travers la ville. Les paysages défilent, paracontoles, rizières, pentes, collines. Les embouteillages serrés entre les camions et les 4x4. Je ferme les yeux. Motomak s'arrête devant une boutique, du rhum blanc pour les morts. Ambouipou. Je suis ici, à Madagascar, à Antananarive, dans un cimetière jésuite à Ambouipou. Tout est verrouillé. Motomak saute par-dessus le mur. Je saute aussi. Tout est vert, la végétation couvre les tombes. Le ciel est gris, les arbres sont hauts. Je grimpe tout en haut du bâtiment. Une chapelle ou une petite église, je vois tout mieux. Un long chemin construit de briques mène au monument. Je descends les marches moisies par le temps. Motomak me dit cet endroit appartenait aux jésuites. Les portes sont cadenassées, peut-être qu'il ne se passe plus rien ici. De grandes portes noires, avec des croix blanches encadrées d'un rectangle blanc. La terre est rouge humide. Les mauvaises herbes poussent partout, sur le chemin, sur la terre, entre les briques, sur les tombes. La croix de fer au sommet de l'église est bancale. Je la regarde de travers, elle penche sur le côté. Des caveaux verrouillés par des cadenas rouillés, des murs fissurés, des noms qui s'effacent. Je marche sur les tombes. J'essaie de ne pas marcher sur les tombes. Motomak semble dans son élément, son regard connaît, j'écoute, il parle. Un monument. Aux morts pour la patrie, 1867-1896. La France, ici. Il y a des plaques de carrelage incrustées sur de la pierre, des petits drapeaux bleu-blanc-rouge incrustés. Sur une tombe est écrit « Capitaine Jean Assolan, tradition, honneur, sacrifice, 7 mai 1942 ». Tout se mêle ici, les époques, les peuples, les morts, les combats. Tout au fond, les tombes des tirailleurs, des tombes sans nom. Espace rénové par l'État français, un tout nouveau petit muret l'encadre. Sur les tombes sans nom, bleu, blanc, rouge, tout propre. Bleu, blanc, rouge, tout propre. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une cinquantaine de tombes. Je ne sais pas où mettre les pieds. Les morts sont là, sous mes pieds. Sous ces plaques bleu, blanc, rouge, fraîchement plaquées sur le béton gris. Motomak me tend le rhum blanc. Je bois une gorgée. Il verse le reste sur les morts. Seul un monument au bout du cimetière. À nos morts. Quelle mort? Les tirailleurs. Quel tirailleur? Quand? 1947? Rien n'est clair ici. Tout est flou. Les morts sont flous. J'imagine que ce sont des tirailleurs sénégalais morts ici en 1947. Peut-être pas. Rien n'indique. Qui sont-ils? Sont-ils ici sous les routes? Sous nos pieds? Je regarde Motomak. Je monte derrière. Je m'approche. Les paysages défilent. Paracontoles, rizières, pentes, collines. On roule à travers la ville. Les embouteillages serrés entre les camions et les 4x4. Je ferme les yeux. Je suis ici, à Madagascar, à Antananarive, dans un lycée français. Au bar du coin, les paroles. Ah, il ne faut pas leur dire qu'ils exagèrent, qu'ils augmentent toujours plus le nombre de morts. C'est ridicule. Si tu leur dis que c'est ridicule de gonfler le nombre de morts de 1947, tu passes pour l'ennemi public numéro 1. M'a-t-on dit. Je garde cette parole en tête quand je marche sur les tombes sans nom. Des chiffres. Je ne cours plus dans le sable de Tiaroy. Je ne marche plus sur cette route sans nom à Chasselet. Je monte et descends les 66 marches du lycée français de Tananarive. J'entends des choses que je n'aurais jamais cru qu'on me dise. Des choses comme En fait, c'était bien la colonisation. les bienfaits de la colonisation. J'entends des blancs qui disent que la colonisation était un bienfait pour Madagascar. Avant, c'était des rois sanguinaires, que des petits royaumes par-ci par-là qui s'entretuaient. Ça n'existait pas, la nation malgache. C'est les colons qui ont créé Madagascar. On critique les blancs, mais ils ont apporté des hôpitaux, ils ont apporté des chemins de fer. Je connaissais un blanc, j'aime pas le mot colon, un blanc qui vivait dans la brousse. Il avait tout fait pour les villageois, des constructions, tout. Il faisait vivre le village, soigner les enfants, toujours là pour les malgaches. Et en 1947, il s'est fait tuer par les rebelles. Ils l'ont décapité, démembré, alors que lui, il n'en avait rien à faire de la politique. Il était là dans sa brousse, il aidait les gens. On en parle des victimes de ce côté-là? Non. Ils sont complètement oubliés, ces morts de ce côté-là. Je suis comme dans un temps où tout se dissout, où tout est devenu double de soi déformé. Je ne marche plus. Je suis immobile. Il pleut, la nuit, l'orage. Seul, dans la chambre visiteur 002 de l'internat du lycée français de Tananarive. La moustiquaire aux fenêtres, le lit d'une place, le bureau de lycéen, la salle d'eau. Je remonte dans le temps.
ils s'effacent cette nuit. Et montent à moi ceux qui sont là. Ils sont là, sous mes rêves, seuls, dans la chambre visiteur 002, en haut des 66 marches du lycée français de Tananarive. De ces marches, je descends et monte, j'entends les voix des lycéens, de ceux qui viennent des côtes du sud ou du nord de l'île, de ceux des métissages, des Karanes, des Anatanes, des filles et fils de riches, des moins riches, des Vasas. J'entends les voix des lycéens et les voix de celles et ceux qui travaillent ici, de cet homme malgache bien né à qui on dit « Ah non, tu la trouves belle, mais ne couche pas avec elle, c'est une descendante d'esclaves. » De toutes ces différences, j'entends des discours contradictoires. Répéter les parents ou s'opposer. Il pleut très fort, les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir qu'à demi à travers la moustiquaire. Deux surveillants s'opposent. Ah non, nous ne sommes pas africains. Et l'autre, ah si, nous sommes africains. Ounou, m'a-t-on dit. Et on dit, la rumeur, tel est descendant de Sénégal, tel est ci, tel est ça. Même dans les équipes des surveillants, on sent ces différences. Le surveillant du lycée qui me parle ne comprend pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les tirailleurs sénégalais? Le prof qui me parle me dit, c'est tordu ton affaire. Les élèves qui me parlent me disent, on ne parle pas trop de ça ici. L'élève, madame, il y a un proverbe ici, Sénégal Nazbek, qui veut dire bien effectuer un ordre sans discuter. Littéralement, le Sénégalais qui a reçu un ordre et qui l'exécute sans réfléchir. C'est ma mère qui dit ça tout le temps. Tout est emmêlé. Le système de caste n'a pas été officiellement aboli ici. Madame. Je cherche les descendants de tirailleurs sénégalais et femmes malgaches ici en 1947 et je tombe dans des histoires qui me dépassent mon petit voisin. Je veux seulement regarder ce que la France a fait et continue de faire comme si rien n'existait. La Seconde Guerre mondiale, oui, mais peut-on parler de la Seconde Guerre mondiale sans aborder la colonisation, sans aborder la construction du racisme, sans aborder l'esclavage? Des faits, c'est tout ce que la France a fait. Aujourd'hui, les institutions françaises disent qu'on apporte la culture à Madagascar, qu'on montre ce qu'est la culture. Institut français, institut culturel, cadre du savoir, délimiter le savoir, dire ce qui fait culture, dire ce qu'est le théâtre, ce qu'est un artiste. C'est bien que vous soyez là pour leur parler du théâtre, ils en ont besoin. C'est bien qu'il y ait une française dans cette création pour limiter les dégâts. Si je vous finance la création, disons, ce qui coûterait le plus cher, c'est votre cachet, votre billet d'avion, parce qu'entre nous, les malgaches, ils nous coûtent 2-3 fois rien. L'Institut français m'invite pour un échange, intitulé de ma venue à l'Institut français « Comment écrire pour le théâtre ». Il y a une quinzaine de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, que des malgaches et une vasa, des gens de théâtre, des poètes et des curieux. Je raconte Tiaroy, je raconte les tirailleurs sénégalais à Tiaroy le 1er décembre 1944. Je raconte les tirailleurs sénégalais à Chasselet en juin 1940. Je pose des questions sur 1947 et les tirailleurs sénégalais. Premier débat. Quel mot employer pour qualifier la répression de 1947? J'emploie le mot guerre au détour d'une phrase. Ce n'est pas une guerre. L'homme de théâtre me dit, ce n'est pas une guerre. Ce n'était pas une guerre. Vous ne pouvez pas employer le mot guerre. C'était un génocide, oui. C'était une extermination, oui. Un massacre organisé, oui. Mais pas une guerre. L'homme de théâtre hausse la voix maintenant. Regardez là, autour de vous. Les livres autour. Que des blancs. Que les blancs qui s'intéressent à leur culture. Et nous, on est là. Est-ce qu'on s'intéresse à notre propre culture? Est-ce qu'on s'intéresse à notre histoire, à notre mémoire? Regarde les jeunes autour de lui. Il me pointe du doigt. Regardez là. C'est une vasa qui parle de 1947, ici, dans votre propre pays. Et vous n'avez rien à dire sur la mémoire de votre pays, sur l'histoire de votre pays. Vous la laissez parler sans rien dire. Les jeunes disent quelques mots, disent qu'ils ne connaissent pas leur histoire, qu'ils ne connaissent pas la mémoire de leur père, que ces sujets sont trop tabous, qu'ils n'en parlent pas ici, qu'ils aimeraient en parler, qu'ils veulent en parler. Museler. Museler la mémoire. L'homme de théâtre poursuit, il tend ses deux avant-bras vers moi, ferme un point et dit, si tu parles des tirailleurs sénégalais, ok. Ferme l'autre point et dit, si tu parles de 1947, tu vas te casser la gueule. Je le regarde, je dis, je fais du théâtre pour me casser la gueule. C'est ce que je réponds. Et je ne sais pas parler de 1947. Je me casse la gueule. Une dame est là aussi, une dame de théâtre. Elle dit aux vieux de se taire qu'on en a marre d'entendre le vieux patriarche parler, que c'est normal si les jeunes n'osent pas devant lui. Le directeur de l'Institut français qui écoute dans un coin marmonne,
Toi, tu es un colon parmi les tiens. Il ne le dit pas assez fort, l'homme de théâtre n'entend pas. Après, autour d'une bière, l'homme de théâtre rit, les jeunes parlent, ils racontent, ils témoignent, parlent de leur passion. Au détour d'une discussion, Ils disent que je suis une sorcière. Mbamosavi Baza, la sorcière blanche. Je pense à cette veuve dans la maison des anciens combattants malgaches. Cette vieille femme s'est approchée de moi, m'a regardée, m'a serrée contre elle, m'a embrassée, a tenu ma main fort dans la sienne et m'a souri. Elle était belle, une beauté fragile et immense de puissance, un point rouge déposé sur son front. C'est un endroit inconnu, sur le côté des créatures étranges qu'on n'a jamais vues ici. Au milieu, un arbre, un début de tronc d'arbre. Kemba, je t'ai rêvé, j'ai vu ton enfant, ils ont pris ton enfant. Je le vois depuis l'arbre et ses créatures étranges, Kemba. C'est une maison avec une grande terrasse en bois, c'est en dessous de la terre, c'est un entremonde, ton cercueil d'une vie autre, Kemba. Antara, toi à l'origine du souffle de la vie, toi que je ne connais pas, toi qui prends nos enfants. Ton visage est effrayant, Antara, je cours, je reviens vers toi, je peux te parler, je peux parler des mots qui ne sont pas de moi, je peux te parler, Antara, de ta chevelure sombre qui glisse de l'océan à mes racines, de ton ventre, Antara, au fond de l'océan, le sable, tu glisses ton ventre, tu l'appelles et déjà il n'est plus là, il ne me regarde plus. Il ne voit que ton appel. Je vois des images qui ne sont pas de moi. Ta puissance est bien là, Antara. Ton souffle me maintient à lui. Il descend au fond des eaux glaciales. Je cherche seulement à échapper à ce temps, ce monstrueux. Il pleut, orage, je suis immobile. Je cherche seulement à échapper à ce temps, ce monstrueux. Kemba, Reste là, j'entends quand tu me dis. attends, Ils ne peuvent pas te regarder. tu portes mon enfant. Kemba. La sorcière blanche. Elle vient à Madagascar pour la première fois. Elle se rend dans un cimetière. Moramanga 1947. Elle rencontre les morts sans nom. C'est en marchant des heures que je réalise l'incompréhension. Je ne peux pas comprendre, tout cela m'échappe. On me parle, on m'explique. Rationnellement, je peux dire oui, mais tout cela m'échappe. Cette histoire m'échappe. Les divisions qu'elle crée m'échappent. Je suis aveugle. Mbamosavi Baza ne voit pas. Elle marche la nuit, perdue sur une route sans nom, à se laisser guider par la nuit où tout rêve effleure, où tout rêve se traduit en lien intime. Où est Chasley dans cette histoire? Où est Tiaroy dans cette histoire? Où est le Sénégal dans cette histoire? Laissez mon esprit libre de tout ce qu'il faudrait penser, laissez-moi divaguer dans la folie. La folie me mène là, au pied de cette route sans nom où ils ont les yeux tranchés. Ils ont les yeux tranchés. Mbamosavi Baza. Elle fait ce rêve. Il y a d'abord les lames de rasoir et tout est préparé. Une lame dans sa main dès que tout se sait, tout s'enclenche. Elle devient mort-vivant. Un homme est là. La lame tranche dans sa main. La lame tranche sa main. Motomak est là.
Il doit la tuer. Avant le moment de la torture où tout explose, les lames tranchent à travers ses yeux. Elle voit tout comme un mort. Motomak voit que tout est déjà enclenché. Pamosa Vivaza est morte, mais elle se voit dans un sac poubelle à l'intérieur d'une benne à ordures très sombre. Motomak essaie de refermer le sac sur elle. Elle crie, elle hurle qu'elle n'est pas morte, mais il ne l'écoute pas. Il referme le sac sur elle. Elle attrape Motomak par le cou. Elle lui hurle de ne pas refermer le sac, mais il ne l'écoute pas. Au réveil, c'est comme une seconde vie. Pamosa Vivaza a une nouvelle puissance de vie. Ils veulent me montrer le feu. Les morts sans nous veulent me montrer le feu. Derrière cette vie, plus loin, là où c'est difficile de voir, où l'effort est constant comme un fourmillement dans la poitrine, j'ai vu le feu. Ils sont là et ils veulent me montrer le feu. Des corps déchets, des corps déchets, des corps qui brûlent, des hommes sur des ordures, des hommes morts sur des ordures. Ils sont là et ils veulent me montrer le feu, ils veulent me montrer le feu sur leur corps. J'ai vu ton enfant. Un été où je dormais, ils m'ont donné le rêve. Son corps à l'intérieur du tronc d'arbre. Le secret du passage dans le monde de l'au-deçà, où les vivants sont encore morts et attendent. Un pont entre deux mondes. J'appartiens à ces deux mondes. Cette route sans nom est celle du lien, du pont entre ces mondes que l'on sépare et pourtant sont là, ensemble. Ce qui se passe dans ce monde se passe dans l'autre. C'est la route que je cherche et qui ne se nomme pas. Ils m'ont réveillée pour me montrer le feu. Je ne les écoute pas, alors mon corps tremble, s'agite, vibre. Le chant. Le chant, le chant. Qui est cet enfant? Arraché. Ils ont pris mon enfant. Kemba, ne touche pas son masque, tu ne sais pas quelle vision tu peux lui donner. Elle te voit et attend ce moment pour te rendre folle. La maison est pourtant belle. Du blanc, de l'argent, des plantes vertes, l'attente du sacrifice. Elle n'a pas retenu cette résonance. Kemba, tu marches derrière la terrasse, ton enfant suit et la maladie derrière. Ne touche pas le masque de la femme au visage défiguré. Ses enfants sont immobiles à côté d'elle. Son masque est en argent massif, lourd, sur la moitié de son visage. L'enfant est assis par terre, sur cette terre rouge. N'oublie pas, tu l'as vu toi aussi.
ça.